j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Virginie qui va participer à notre podcast et on va parler du handicap. Donc, je vous présente Virginie, je l'ai rencontrée à travers le biais du travail, par le biais du travail et du coup, elle va nous raconter un petit peu son quotidien avec des enfants qui sont dans une situation de handicap. Donc, je vous laisse Virginie se présenter et découvrir un petit peu cette histoire. Alors bonjour à tous, je m'appelle Virginie, j'ai 43 ans. Je suis maman de 4 enfants, dont 2 en situation de handicap, mais un plus atteint sérieusement. C'est du polyhandicap avec des troubles du spectre autistique. Et j'ai ma petite fille aussi qui est atteinte de surdité sévère, bilatérale. Ok, donc on va parler aujourd'hui principalement de Nathan qui donc est polyhandicapé. On va essayer de découvrir avec ce handicap comment dans le quotidien Virginie s'organise, quel message elle aimerait faire passer aussi aux autorités publiques et quelle cause et quel message encore une fois elle va pouvoir partager aux parents. Le but de cette vidéo c'est de partager ces informations pour sensibiliser aussi certains parents qui sont confrontés au handicap et qui ne savent pas peut-être par où commencer certaines démarches administratives. Donc ma première question Virginie, ça va être à quel moment tu as découvert le handicap de Nathan? La suspicion du handicap sur Nathan, je l'ai posée sur lui, il avait 2 heures. Ok. C'est après une naissance un peu compliquée, avec une césarienne en urgence il avait des troubles du rythme. Okay. Et il a été ensuite emmené en pédiatrie où on m'a expliqué qu'il avait besoin de lunettes pour s'oxygéner. Sauf que quand je suis montée le voir en sortant de la salle de réveil de la césarienne, je suis montée directement le voir et je me suis rendu compte que déjà physiquement, j'avais déjà un enfant. J'avais déjà eu un enfant, c'était mon deuxième, et je voyais que voilà, c'était un enfant qui était à terme, mais qui faisait 2,2 kg et qui avait on aurait dit un préma. Okay. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit RCIU, si je le dis dans l'ordre. C'est retard de croissance in utero. Donc IU, ouais, okay. C'est ça. Et voilà, 2,2 kg à terme, c'était pas très normal. Estimé une semaine avant, 3,3 kg. Ah oui, d'accord, ouais. Par un médecin qui faisait le diagnostic prénatal. Ok. Donc non, erreur. Et quand il a commencé à ouvrir les yeux, j'ai vu qu'il y avait au niveau un nystagmus, je crois que ça porte comme nom. Je vais éviter les termes médicaux, surtout si c'est pour dire des âneries, mais il avait l'œil qui balayait d'un côté, c'était l'extérieur, okay. Donc du centre jusqu'à la droite, et très vite. Okay, voilà. Et ça, je me suis dit que c'était pas normal. En général, c'est plutôt signe de troubles neurologiques associés à un hydramnios que j'avais fait. Donc j'avais énormément d'eau. Et ça, très souvent, c'est signe aussi. Alors, pas tout le temps, les mamans, si vous avez un excès de liquide amniotique, pas forcément, mais voilà, en général, quand il y a des troubles neurologiques chez l'enfant, il y a des signes comme ça, comme un hydramnios. Quelques indicateurs, en tout cas physiques, pendant la grossesse. Du coup, est-ce que ça peut déjà être un petit peu détectable ou détecté, ou est-ce que, par exemple, là, c'est une question vraiment personnelle et de femme, est-ce qu'à l'instinct, tu t'es dit, il y a quelque chose qui est différent? Ou pendant la grossesse, par exemple? Non, je le sentais pas beaucoup bouger. Mais vu que j'avais énormément d'eau et que le gabarit était petit, du coup, ça va avec. Ce qui aurait pu être aisément décelable, c'était le poids inférieur à ce qui était prévu. Après, le handicap en lui-même, je suis obligée de dire non. J'aimerais bien dire que c'était prévisible et qu'on aurait pu... ça n'aurait pas changé la finalité des choses, mais de toutes les façons, même à la naissance, ils ne l'ont pas vu. Oui. Donc automatiquement il n'y avait rien à déceler pendant la grossesse en fait. D'accord. À part toi qui avais déjà ces petites suspicions au niveau physique. Ouais. Après handicap général qui vient de naître, tu peux pas, enfin ça parle pas, ça. Non. Donc tu peux même pas identifier par exemple un petit peu plus tard. Est-ce qu'au bout de 1 ou 2 semaines déjà tu t'es dit il y a des trucs qui t'ont mis encore plus la puce à l'oreille? C'est à partir de quel moment? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai vu ce mouvement des yeux, j'ai essayé d'interpeller les médecins par rapport à ça, et où on m'a dit qu'un enfant qui louchait à la naissance, c'était normal. Ouais. Sauf qu'il a fallu que je précise qu'il ne louchait pas. Un enfant qui louche, il converge. Okay. Il louche. Là, dans le cas de Nathan, c'était pas ça du tout. Donc j'ai essayé d'interpeller, mais on me rembarrait sans arrêt en disant que c'était normal. Il ne fallait pas s'attendre à un mouvement normal chez un nourrisson, voilà.
ça balaye pas comme ça. Ouais. Chez moi, ça n'allait pas avec. Je me Ok. suis dit, on m'écoute pas, on m'entend pas. Et il y a un moment, le médecin vient pour la visite, il m'explique que Nathan est mieux, qu'on va pouvoir le changer de la couveuse au berceau chauffant. Donc là, on est 2 jours après sa naissance, Ok. donc à 48 heures de vie. Et il me dit donc voilà, on se laisse le temps et puis que voilà, il ressort de la pièce. Et là, mon fils fait de nouveau ce mouvement. Donc là, je vais chercher absolument à aller le rechercher, le Bien médecin. sûr, Et il est au téléphone, il me dit je peux pas, je peux pas. Et puis du coup, bah, après, on est obligé de s'énerver un petit peu. Donc je l'ai pris par la blouse. Ah ouais. Ah oui. Et oui, ben, Ouais, non, on n'a pas le choix non plus Bah des oui. fois, avec le corps médical. donc je l'emmène et je lui dis non, non, il faut qu'il vienne voir. On ne parle pas de. Voilà, il bouge pas. Et là, il est arrivé, donc il est rentré, il a bien compris qu'il fallait suivre. Et puis il a bugué sur Nathan, il regarde et puis il dit pas un mot. Et moi, je regarde mon mari et là, je panique parce que je vois que le médecin se pose de sérieuses questions et que j'étais pas dans le faux, quoi. Bien sûr. Et là, il me dit qu'il revient, il ressort son téléphone, je me rappelle, hein, je revois l'image, c'était il y a 15 ans, mais c'est comme si hier. Il sort son iPhone et il sort de la pièce. Et on reste comme ça. Sans réponse Non. médicale, quoi. Et il revient 2 minutes 30, 3 minutes, ça a été très rapide, mais pourtant ça aurait dû paraître long, mais ça a été rapide parce que du coup, ça fuse là-dedans. Et il revient et il nous explique que Saint-Cloud vient me chercher. Et du coup, qu'il est transféré, à Saint-Cloud pour faire des bilans. Donc finalement, le fait que tu aies alerté une seconde fois, Ah oui. c'est ce qui a déclenché aussi la réactivité, on va dire, médicale derrière. Oh, En bah, tout cas, c'est que le début sur son histoire parce que c'est arrivé plus d'une fois. C'est terrible, ouais. Donc du coup, les mois passent. Qu'est-ce qui fait après que tu as rencontré plus de difficultés avec Nathan? Alors, Nathan, déjà, il a fait 1 mois de néonat. Ok. Il est resté à Saint-Cloud en réanimation néonatale pendant 1 mois. Je me rappelle juste du coup de téléphone non, pas 2 heures, je raconte n'importe quoi. On est rendu peut-être 4 heures après son transfert. Moi, j'ai demandé à quitter l'hôpital malgré la césarienne. Donc j'ai signé une décharge, ils m'ont quand même enlevé la moitié des agrafes et je devais revenir pour enlever le reste plus tard. Mais il ne restait pas dans l'hôpital, je n'allais pas y rester, quoi. Donc du coup, non, je suis sortie. Et la dame m'a dit, cherchez pas à venir, ne m'appelez pas la pédiatre qui a fait le transfert avec lui. On va lui faire tous les examens en arrivant à Saint-Plus et on vous appelle. Ok. Et donc elle m'a téléphoné, il était 18h. J'étais chez ma grand-mère, fébrile, dans le jardin. J'avais pas voulu rentrer chez moi pour pas voir la chambre de mon petit, Bien sûr, j'étais ouais. paniquée. Et elle m'appelle à 18h et elle me dit cette phrase. J'ai envie de vous dire qu'elle avait raison, parce que c'est mon fils, mais qu'elle avait tort en même temps. Elle me dit, votre fils est parfait. Ok. Voilà, donc j'en conclus qu'il n'y a aucun problème chez lui. Donc évidemment, soulagement dingue. On m'explique qu'il y avait un épanchement de liquide au cerveau, ce qui crée ce mouvement au niveau des yeux. Ils n'avaient pas juste identifié si c'était un épanchement de sang ou de liquide céphalorachidien, Ok. mais qu'en général, ça se résorbait tout seul et il a été suivi avec des échographies par la fontanelle. Et effectivement, ça s'est résorbé tout seul. Le tout, c'était d'attendre qu'il mange après. Ok. Et on l'a ramené à la maison. Il avait 1 mois, il faisait que 2,3 kg. Ah oui, donc il avait même pas pris beaucoup de poids finalement. Bon après moi tu vois par exemple, j'ai été un bébé prématuré, j'ai été jusqu'à 120 kg dans ma vie. Dieu merci, voilà, même s'il n'y a pas eu de séquelles, en tout cas moi je sais que c'est ce que j'ai souvent dans l'échange avec ma mère, c'est que elle, ça l'a beaucoup marqué cette séparation. Le fait de ne pas avoir par exemple la proximité de créer du lien. Est-ce que toi tu l'as ressenti un petit peu comme ça ou pas du tout? Non, j'y étais tous les jours. Oui voilà, donc ça t'a pas plus, entre guillemets, fait créer un genre de petite blessure ou de se sentir peut-être plus distante ou difficile à établir le lien. Je pourrais pas me souvenir exactement sur le moment, j'ai pas ce souvenir-là. Je Ok. sais que très vite j'ai eu cet instinct de protection et après je sais pas, t'étais peut-être le premier enfant de ta maman. Ah oui, l'enfant, le seul, après Voilà. une fille, donc moi j'étais la pépite Peut-être quoi. que du coup sur un premier, je sais Ouais. pas.
Je sais pas comment c'est. T'avais Non, déjà j'ai- aussi l'expérience du premier qui t'a dit bon, ok, je protège, mais je reste. Malgré le fait que ça soit une césarienne en plus, hein, c'était pas une naissance, voilà, une naissance qui crée des liens justement. Hein. On est sur un lit, puis vu qu'il a eu des difficultés, on me l'a enlevé tout de suite, donc je l'ai même pas eu quelques secondes. Ouais, voilà, moi je sais que ma mère, elle a avoir, beaucoup souffert de ce moment-là ouais. en fait, tu vois. Peut-être que le premier et puis les suivants ont guéri ce moment-là, je pourrais pas Ouais, trop te bien dire, sûr. mais Ok. Et du coup, à quel moment, à partir du moment où vous êtes rentré à la maison, tu t'es dit dans le quotidien, bon bah là, sonnette d'alarme, tu vois. alors il Les avait. difficultés que tu as commencé à rencontrer aussi avec la croissance de Nathan. Sur la croissance de Nathan, non, elle était bonne. Ok. Seule chose que j'ai remarqué, c'est que Nathan, c'est un bébé d'écho, j'appelais ça. C'était c'était un enfant qui pleurait pas, qui était tout le temps d'humeur égale, qui était vraiment, c'était un petit bouchon vraiment trop mignon. Donc là, je te parle sur les 2 premiers mois de vie. Hein. Ok. Vraiment pas. Voilà, la seule chose qu'il a fait, certains enfants font, moi c'est le seul de mes 4 qui l'a fait, c'est les pleurs de décharge le soir. On appelle ça. Ok. C'est des pleurs qui sont un peu. Émotionnel quoi. Ouais, voilà, le Relâcher un soir petit ils ont peu la besoin pression, de. C'est ça. c'est leur façon Après ils sont dormés d'exprimer et quoi. puis En fait. voilà. Ok. Et ils faisaient des terreurs nocturnes aussi. Malgré le fait qu'on Ok. m'a dit qu'avant un certain âge ça se faisait pas, je t'assure que si. Bah alors tu vois, moi c'est mon côté très spirituel qui me fait poser cette question. Mais est-ce que tu penses que cette histoire de terreur nocturne, ça peut être lié au fait qu'il ait été en néonat ou quelque chose comme ça? Voilà, question bête, mais elle me traverse, donc je préfère autant la poser. Qu'il a pu être marqué. Moi je d'une pense façon que c'était le subconsciente. lieu. Mais là je vais partir dans un truc, on va me prendre pour une cinglée. Mais t'inquiète pas, de toute Ce- façon tout le monde me dit qu'on est cinglé chez nous. Ce donc- lieu, ce lieu était propice aux apparitions bizarres. Il y a plein de trucs qu'on a vécu Ok. dans l'endroit. Mon fils qui est revenu terrifié, qui me dit maman, il y a l'avion tu m'as envoyé l'avion dessus, un avion papier. Ok. Je dis, mais t'es fou, on regardait la télé. Je t'envoie le papier. Waouh. Et, Ok. et l'avion était arrivé à côté de lui. Enquête paranormale. Non mais il n'y a que dans cet appartement-là, je Ok. t'assure. Bon, on y D'autres, reviendra dans une autre vidéo, les expériences Oui, mais paranormales. n'empêche que c'est à creuser. Mais bon, il y avait, je me demande si c'est pas le lieu Ouais, vraiment. il y a qui était, l'empreinte énergétique de certains lieux qui sont compliqués. parce tu qu'il me l'a vois. pas refait après, quand on a déménagé, Ouais, ouais. on n'a plus ce problème-là. Hein. Ok. C'était vraiment sur ce laps de temps là. Ok. Voilà. Bon, donc du coup, les mois passent. Donc ce petit bébé grandit, on va dire, de façon à peu près normale. Oui, comme grand. tous les- Très long à boire les biberons. Un biberon, une fois que tu le refais avec le lait, il est bon 1 heure. Ok. Très souvent pour un seul, il fallait qu'on en fasse 2. Ok. Il était extrêmement long à boire, même pour boire du 40 ml. Ok. Et C'était ça, des est-ce que tu en as nuits, parlé du coup au médecin? Est-ce qu'ils ont trouvé ça normal ou est-ce qu'ils se sont dit, bon bah. Ouais, bah, je leur ai dit que j'allais m'abonner à Chasse et Pêche, hein, parce que la nuit, c'était ce qui passait en boucle à la télé. Je crois que je les ai tous vus. du sanglier du forêt. Je les ai tous vus. Non, mais, ils repassaient aussi les filles d'à côté. Les Ah, deux waouh. trucs. Ah ouais, non, mais Au moins c'était là, tout un t'étais truc. prête. Il n'y avait plus qu'à faire les feux de tu sais l'amour. que ça et on nous était a bon. marqué maintenant, dès qu'on entend la musique, le m'étonnes. rappel. Ah, chasse et Parce que, pêche. Ouais, les seuls souvenirs que j'ai, c'est quand t'es malade, tu vois, à 5h du mat, t'allumes la télé, il n'y a que ça, tu tombes face à un gros sanglier de 200 kilos. Nuit et jour, on y était. Ah ouais. Non. Mais c'est bien, ça nous a. T'aurais pu faire une reconversion, quoi. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle les mecs des offices des forêts, là, tu vois? Bon, enfin, bref. Donc, jusqu'à quand, à quel âge tu t'es dit, bon, bah là. 2 mois. Ah ouais, quand Ah, on même. va pas loin, hein. Ouais, je vois que tu veux m'attendais faire à- un bond. Tu vois, Non. genre, on arrive là, 3 ans. Non, Ok, non, non, deux non, ans. non, très vite. 2 mois, en fait, je le trouve très calme, hein, vraiment. Trop Comme je te calme. dis- Oui, voilà. Et puis, ce que je remarque aussi beaucoup, c'est que le téléphone sonne, je peux passer la serpillière, la porte qui claque, la fenêtre Ouais. qui claque. Et Il n'y a pas de réaction. Non, Moi, ils c'est ce dorment qu'on du m'a sommeil dit juste. souvent, voilà, pour les enfants qui sont plus sourds ou quoi que ce soit, ils arrivent à détecter, et d'ailleurs on en a parlé la dernière fois, le fait qu'ils ne suivent pas au niveau du regard ou que tu vois la et voix. ben ça, bizarrement, au début, il le faisait. Et ses yeux, après, ça s'est arrêté le. Oui, oui, ça D'accord. s'est résorbé très Ok. vite. Oui, il est sorti de la néonate, il y avait plus ce problème-là. Ça a été vraiment les premières heures de vie. Ok, donc ça, oui, ça oui. s'est bien remis. Non, ça Et s'est donc remis. après, au bout de ces 2 mois, c'est là où tu t'es rendu compte Oui. qu'il y avait des choses qui. Ben, c'était au niveau du bruit. Enfin, du coup, c'est ce que je me suis dit. Et du coup, j'en ai parlé à ma pédiatre, que je connaissais depuis 20 ans. La pédiatre de mes frères. Oui, donc ça- en plus, un lien de confiance, quoi. Tu Ouais, savais que tu pouvais complètement. avoir confiance dans ce diagnostic. C'est ça. Et la phrase a été qu'est-ce que vous lui avez encore trouvé à ce pauvre petit? Donc, Le tact de médecin. en simple, elle est en train de m'accuser d'avoir un Munchausen par procuration, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris. Et ça m'a
Alors du coup, voilà, elle me dit, elle fait des tests clac-clac, machin, truc bidule, et puis je regarde ça avec un air, c'est horrible, ça peut paraître prétentieux, hein, mais c'est un médecin, donc on doit théoriquement regarder avec voilà, confiance absolue et pas juger, voilà. Et là, je regarde ça et je me dis, moi je sais que je suis sérieuse dans ce que je lui explique, et elle vérifie, non mais c'est bon, n'importe quoi. Ça va, il a déjà eu pas des débuts compliqués, c'est pas la peine de lui en rajouter quoi. Ouais, en gros, tu lui cherches. Je lui rajoute des. Ouais, c'est même pire, je lui rajoute des choses quoi. Donc de là, on rentre à la maison un peu dépité, puis on se dit, le pire c'est qu'on se remet en question. Et après, moi, c'est ça, tu vois, que j'aimerais comprendre, c'est ce sentiment. Parce que si un médecin te dit, clairement, il n'y a rien de grave, et que toi, en tant qu'instinct maternel, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comment toi tu l'intègres cette émotion? Est-ce que c'est de la rage? Est-ce que c'est de la haine? Est-ce qu'au contraire ça va te motiver et te donner une forme de persévérance ou plus de courage? Comment toi tu l'as vécu aussi en tant que femme? Tout de suite ça m'assomme. Ensuite je me remets en question. En faisant... je reprends l'histoire et je me dis à quel moment est-ce que j'ai... Parce que je crois ce qu'on me dit. Ouais. Donc je suis plutôt dans la recherche de ma bêtise et pas de me dire fais-toi confiance, t'as raison. Et il y a un moment, c'est sur voilà, peut-être une soirée où tu vas rentrer, tu vas voir ton fils et que tu vas te dire non mais c'est bon, stop quoi, stop. Donc du coup j'ai là à ce moment-là, je crois que c'est vraiment le moment où je suis rentrée en mode je me tais plus quoi. Ouais. Et maintenant on me fera pas dire ce que j'ai pas, voilà, ou on me fera pas imaginer que voilà, malheureusement ça m'a suivi toujours, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai pris rendez-vous moi-même avec une ORL. Okay. Et vu que je ne suis pas envoyée par un médecin, j'ai rendez-vous pour ces 6 mois. Ah ouais, donc entre les 2 mois et les 6 mois, rien. Enfin, non. Pas d'aide, on va dire, médicale. Non. Moi, je mets en place des choses. J'achète Bébé Signe. Je suis tellement sûre de moi. J'achète Bébé Signe. C'est un bouquin qui est très intéressant pour apprendre à l'enfant avant de faire une action, lui changer la couche, donner le bain. Tu lui signes. Oui. Voilà. Je les ai plus, hein. Je les ai perdus depuis, mais il y en a pas mal. Ça, par exemple, c'est super intéressant comme info pour les mamans qui ont des suspicions, des doutes que la médecine n'aide pas. Comme tu dis, des petits livres comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir cette info. Tu vois. La communication est primordiale pour un enfant. Si vous sentez que la communication se fait pas, vous n'arrivez pas à établir un lien avec votre enfant, il faut trouver le moyen de communiquer. C'est primordial pour lui, pour vous, oui. Et pour le lien, comme tu parlais tout à l'heure. Oui, la confiance. Même lui, à cet âge-là, est-ce qu'il arrivait quand même à articuler? Bon, moi qui n'ai pas d'enfant, je suis la pire. Non, 2 mois, non. Mais voilà, non, à 2 mois, mais à 6 mois, par exemple, est-ce que ça gazouille normalement? Non, peut-être pas. Oui, mais lui était calme, donc c'était pas un gros. Voilà, donc dans tous les cas, c'est pas un truc, la parole ou le gazouillement qui aurait pu t'indiquer. Non, puis tant bien même, de toutes les façons, il l'a fait au début. Okay. Parce que, on va faire un petit bond en avant, il a 15 ans, il parle pas. Enfin, il aura 15 ans au mois de septembre. Voilà, il est non-verbal. C'est un enfant qui est non-verbal. Okay. Mais il a gazouillé. Okay. Mais on n'a pas dépassé le stade. Voilà, puis à un moment, ça s'arrête. Ok. Voilà. Et pour en revenir donc à l'histoire de la surdité, donc j'ai eu le rendez-vous pour ces 6 mois. Okay. Et là, de nouveau, on tombe dans un schéma où on va vous expliquer que vous vous affolez pour rien, quoi. Donc j'arrive chez le médecin avec mon fils et puis bon, je suis un peu déterre parce que pour moi il y a un souci. Hein. Et donc en premier lieu on est dans la salle d'attente à attendre le tour pour un PEA. Et un PEA c'est un machin évoqué auditif, potentiel évoqué auditif. Okay. C'est des électrodes qui posent sur la tête. Voilà, c'est pour voir spécifique par rapport à la surdité. C'est ça. Okay. Et donc du coup on attend dans la salle d'attente et il y a beaucoup de parents qui sont là. Parce que le but c'est une fois qu'ils ont posé les électrodes, il faut endormir l'enfant. Et ensuite ils lui font passer le test. Enfin même ça, tu vois, je me dis c'est des examens, ils sont super marquants pour un enfant finalement. Là on en parle avec nos vies d'adultes et nos avis d'adultes, mais ça doit être super impactant sur le subconscient d'un enfant. Non, je sais pas, je me pose la question. Franchement, je pourrais pas te répondre. Je sais que ma fille après coup, parce qu'elle en passe. Ouais. Ça, elle est habituée et puis elle dit ça. Voilà. C'est inclus dans le quotidien aussi et des obstacles. S'ils le font dès le début, ouais. Okay. Bon, je pense qu'ils s'y habituent. Hein. C'est une force de caractère et puis une force de persévérance. Ils sont obligés quoi. Après, quand on est souvent devant des faits accomplis, on est obligé de se battre dans nos combats.
Ok, ça. donc vous faites ce test et après, comment ça se passe? Et alors, donc on voit le médecin juste avant qu'ils aillent faire le test. Le médecin, donc elle nous explique que déjà on a les parents dans la salle d'attente qui sont hyper bienveillants, rassurants, Ok. en disant que eux-mêmes avaient des gros doutes, ils pensaient que leur enfant n'entendait rien du tout parce Ok. qu'ils réagissaient pas à ceci, cela, machin, truc. Et en fait, plus ça va, plus je me détends, je me dis, bah ça se trouve, je me suis T'as vraiment. trouvé aussi cette communauté de parents qui ont les mêmes soucis mais C'est qui ça. n'ont pas Et les en fait, bonnes ça me réponses, rassure. quoi. Ok. En fait, ça me rassure totalement. Et je me dis, bah mince, ça se trouve, j'ai fait une bêtise, quoi. Puis effectivement, je suis vraiment en train de. Voilà. Mais bon, Non, je c'est savais ça, qu'il y avait quand ouais. même quelque chose. Hein, voilà, aussi infime soit-il, mais je me dis quand même. Quand même. Bah, Vaut de toute façon, mieux on est là, on vérifier que finira. pas le Voilà, faire, c'est en fait, exactement aussi. ça. Et là, donc, j'ai le médecin qui nous reçoit avec mon époux. Hein, je parle toujours personnellement, mais il est toujours avec moi dans les démarches. Et là, on est reçu par le médecin et puis qui nous demande en fait pourquoi on est là, pour qu'on lui explique. Et on lui dit, donc elle nous demande des exemples, donc on lui dit qu'une porte qui claque, ben, il n'entend pas. Et elle me dit cette phrase, un enfant sourd réagit à une porte qui claque. Et ça fait médecine, ces gens-là? Alors je me Vraiment, suis dit peut-être qu'elle parlait de vibrations, Ouais. de choses à côté. Ben, j'ai Ok. dit écoutez, moi je veux bien, il n'est pas sourd, il entend, mais en tout cas il réagit quand même pas à une porte qui claque. Après, attention, Donc, question bête, mais je me la pose. Est-ce qu'il y a une différence entre malentendant et sourd-sourd? Ah oui, Voilà, un enfant malentendant, il peut entendre une porte qui claque. oui. Un enfant sourd, il n'entendra pas. Non. Ok. Il y a différents. En fait, on utilise le terme sourd. Même d'être malentendant léger, c'est une forme de surdité. D'accord. C'est qu'après, il y a des paliers dans la surdité. Mhm. Et la surdité dont tu parles où on n'entend rien, c'est la surdité profonde. Ok. Voilà, celle-là, effectivement, aucun Oui, bruit. donc c'est pas d'un extrême à un autre, on peut avoir un une spectre surdité différent. légère. De... J'ai pas exactement les paliers, mais il y a une Oui, surdité oui. légère, moyenne, sévère et profonde. D'accord, ok. Donc du coup là dans la question on avait aussi les inactions. Donc est-ce que le corps médical fait partie de l'inaction pour toi ou c'est des Eh ben, gens qui t'ont aidé quand même finalement? Il faut savoir bien s'entourer. La suite où je t'expliquais avec le médecin justement, l'inaction par toute sa splendeur. Après le test auditif, elle nous reçoit dans le bureau, l'ambiance change. Ok. C'est pas la même. Elle a baissé les stores, ils sont deux, ils ont un air plus grave. Wow, ouais. Et, Te mettre dans l'ambiance un peu glauque. ouais, c'est ça. Et en fait, là, pareil, j'ai pas de réponse concrète. Elle m'explique qu'effectivement, il y a un petit problème auditif. Donc moi, la surdité, j'y connais absolument rien. Je garde petit problème auditif. Oui, en plus toi t'apaises quoi. Intérieurement tu te dis bon, à la C'est limite, petit, c'est petit. c'est petit. Ok. Et bon, les mamans avaient raison. Et puis voilà. Elle me dit donc qu'il y a une perte auditive bilatérale mesurée à 90 décibels. Ok. Et elle me dit donc on fera un bilan assez un mois. Assez un mois, assez un an. Il a 6 mois. Hein. On fait un bilan assez un an et on voit. Je dis ok, très bien. Et moi je repars un peu comme je suis rassurée. C'est un petit souci auditif. On se revoit dans 6 mois. Donc Oui, tu y a te rien dis de grave, hein. finalement c'est moi qui a pu peut-être pas exagérer, mon intuition était bonne, mais amplifier on va dire C'est la... ça. Et puis je repars l'anxiété. avec rien, pas de préconisation particulière. Donc je me dis vraiment que Ouais. c'est vraiment léger quoi. Et je rentre chez moi plutôt légère de ça. Et c'est ma maman en fait que j'ai au téléphone à qui je raconte. Et puis elle me dit d'accord, je t'entends. Elle me dit mais t'as une, enfin elle me dit tu me parles de décibels là, 90 décibels. Et elle me dit tu sais à quoi ça correspond? Bah non. Toi, on t'a Bah non. donné le truc, tu t'es dit ça t'a soulagé. Après, je pense que c'est une réponse émotionnelle normale. Déjà d'intégrer, de te dire ok ça va, mais tu te poses des Je suis questions restée après. sur ce que je pouvais intégrer. C'est ce que je veux dire, oui, la capacité émotionnelle de la réponse aussi. Voilà, petit souci auditif, ça me va, je garde ça. Je suis une maman, j'ai pas envie d'entendre le drama, hein, donc Ouais, bien sûr. voilà, 90 décibels, je l'ai entendu, mais je le représente pas, pas du tout. Ok. Et là, je dis oui, non, j'ai pas regardé. Donc je prends l'échelle de surdité, je regarde, en même temps que je suis au téléphone avec elle. Et là, je hurle. Parce que je me rends compte qu'il est sourd profond. Et qu'il n'entend pas un avion au décollage à moins de 10 mètres. Donc là, je me rends compte que mon fils a jamais entendu le son de ma propre voix. Quoi. J'ai des frissons. Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Donc là, je rappelle tout de suite l'hôpital, Ok. mais tout de suite. Et on me dit, elle peut pas vous parler, elle est occupée. Je dis, passez-la moi tout de suite, je vous assure, je suis là dans 5 minutes. Passez-la moi. Et donc là, je l'ai au téléphone, et je la mets face à ce qu'elle m'a dit.
Et en fait, elle me dit oui, mais ça peut être je pense que c'est une histoire de maturité. Je pense que elle a tout un tas d'explications, mais sans C'était pas aller logique, creuser la ouais. chose. Et de toutes les façons, elle me laisse là. C'était que des théories, en fait. Mais il y avait rien. Écoutez, on verra ça, on fera le point. C'est un an, mais je dis madame, donc on laisse mon fils sourd pendant ce temps-là. Et c'est exactement ce qu'un ORL me dit de faire. Ok. Voilà. Bon, après, je me suis pas arrêtée là. Hein. Non, j'imagine, mais bon, même à ce moment-là, tu dois te sentir archi démuni. Et en plus de ça, qu'est-ce que tu peux faire de plus en fait? Même comme tu dis, au moins des préconisations, comment essayer de te communiquer avec, tout ça. On t'a pas parlé de langue des signes à ce moment-là? Non. C'est toi Non, qui as non. dû aller chercher la Oui. ressource au niveau de la communication avec C'est ton ça. enfant. En fait. J'ai fait la langue des signes, j'ai mis plein de choses en place. Quand j'allais le chercher dans son lit pour ne pas le pêcher, parce que Ouais. quand il dormait dos à Ça moi, doit les surprendre aussi, c'est j'imagine. ça, t'arrives, tu le sors du lit, et tu vois, c'est un bébé que tu... Donc je touchais le lit d'abord. Ouais. Je faisais Donc la gratter mes vibration, doigts. ouais, comme Exactement. tu dis, il y a Et une là, moyen de communiquer, c'est ça, donc je me différent. sentais arriver. Après, il y avait les signes que je faisais avant chaque action, pour qu'il sache que j'allais donner le bain, ou que j'allais lui donner le biberon, ou voilà, je faisais le signe qui correspondait pour que lui sache où on allait, quoi. Donc lui, tu as senti que ce moyen de communiquer, de toute façon, ça lui convenait aussi? Enfin, vous avez réussi à... 6 mois, Oui, ouais. encore c'est petit, ouais. 6 mois, Ouais, je crois que c'est moi que ça rassurait. Ouais. Je sais Ok. pas ce qu'il a... Mais tu as créé aussi des fondations pour que la communication, Oui. et qu'il sache qu'il peut aussi communiquer d'une Oui, façon puis en différente. parallèle, je cherchais des professionnels, des vrais professionnels. Donc du coup, à partir de ce diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée en contact avec une association qui s'appelle, alors je ne sais pas si elle existe encore, ça s'appelait Handymôme Ok. à l'époque. Et je leur ai expliqué tout ça. Et en fait, on m'a donné un rendez-vous hyper rapidement. Ils ont été super réactifs. Et j'ai vu un professeur de la Timone Ok. qui était ORL. Et qui, lui, était un petit peu surpris de ça. Et il me dit, vous allez laisser partir comme ça. Je dis absolument, comme ça. Et donc lui a décidé de le prendre à la Timone pour faire des tests et Ok. voilà. Et il a décidé de l'appareiller aussi. Donc tu as eu quand même une réponse médicale qui a été à peu près satisfaisante. Mais pourquoi? Parce que tu as dû aussi toi... Et quand c'est toi, c'est voilà. ça se bouge plus, Première quoi. piste d'audition, 2 mois, appareillé 11. Ouais, c'est sûr que c'est pas le plus Ça pourrait être plus rapide. rassurant aussi. C'est Ouais, ça. c'est là où tu te dis que tu es quand même dans la détresse pendant un certain moment. Ouais. Du coup, pour en revenir un petit peu autour de cette question, comment tu arrives aujourd'hui à concilier le rôle de maman aidante et maintenant que Nathan il a 15 ans, qu'est-ce qui a été mis en place? On va pas rentrer dans tous les détails parce que c'est peut-être long, mais chronologiquement, qu'est-ce qui a fait que ça t'a mené jusqu'à aujourd'hui qu'il ait 15 ans? Qu'est-ce qui a été majoritaire comme action pour en arriver là où il est aujourd'hui? J'ai fait moi à mon niveau ce que je pouvais déjà dans mettre en place les choses et surtout chercher des structures. J'ai très vite vu que la scolarité pour lui, ça serait pas possible parce que du coup, bon, la surdité, on était là-dessus, mais il y a d'autres choses qui ont apparu au fur et à mesure du temps. Là, Oui, j'étais ce que bloquée j'allais que dire. sur la surdité. À l'âge où il aurait dû tenir assis, il ne tenait pas assis. À l'âge où il aurait commencé le 4 pattes, il ne faisait pas de 4 pattes. À l'âge où il aurait dû être debout, il ne le faisait pas. Ouais. Donc c'est qu'à côté de tout ça, tu as le parcours aussi d'aller voir un kiné, d'aller voir un médecin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, chaque développement de l'enfant, C'est- ça te rajoute aussi, toi, j'imagine que tu as dû t'apercevoir de choses qui n'étaient pas, attention, quand tu utilises le mot normal, c'est pas du tout, mais des choses qui n'allaient pas outre que le fait de la surdité. Donc ça, j'imagine que c'est des angoisses qui sont encore supérieures. Je vais même te dire un autre truc, c'est que la surdité, elle est passée sur le plan après secondaire. Parce qu'on a vite vu, à partir du moment où il a été appareillé à 11 mois, qu'il fallait retourner sans arrêt à Toulon pour faire ajuster le réglage des appareils. Donc on a compris que ça devenait de plus en plus agressif et qu'il fallait baisser. Donc à un moment, on s'est dit, non mais attends, il récupère en audition, c'est pas... D'accord. C'était forcément ça. Donc on a décidé d'enlever, nous, l'appareillage. Enfin, c'est les appareils qu'on met et qu'on retire. Ouais. Voilà, donc on a décidé de les enlever, de le laisser récupérer ce qu'il récupérerait Ok. et de suivre avec des PEA de contrôle pour voir, voilà. Et qu'est-ce qui est apparu après physiquement Parce que par exemple, tu me disais le développement, aujourd'hui il a 15 ans, il a une taille qui n'est pas forcément adaptée à... Il a son cassé âge. la courbe de poids. Il a cassé la courbe de poids. C'est souvent Ok. surveillé chez les enfants. Ok. Les courbes de poids, on les surveille et puis quand on
on a des enfants, on sait que voilà, on ne connaît pas l'importance de ce truc-là. Et il y a un moment, la courbe, elle casse. Et Nathan, elle a cassé sec. Il y a un moment, elle s'est arrêtée au niveau de la taille et du poids. Il grandissait pas. Et le poids allait avec, en fin de compte, parce qu'il y a un moment, il est resté, à 15 ans, il faisait, encore avant l'opération, il faisait 1m18. Ouais, donc le développement, on va dire... Il avait la taille de ma fille. Ok. Voilà, à 15 ans. Donc il y a des, au niveau du développement, il y a des choses, après l'âge où il est censé commencer à parler, la parole ne vient pas, mais ça commence, ils sont censés avoir les bouches des mots, on a bien compris qu'il n'y en avait pas. Mais bon, à l'âge où ils sont censés parler, ils ne le font pas, et ce qu'il y a qui se met en place très souvent, c'est que si tu veux, un enfant, quand il va commencer à acquérir la parole, c'est pour expliquer ses besoins. Ça va pas, je vais bien, je vais pas bien, j'ai soif, j'ai faim. Il arrive à communiquer, comme ça. Et quand ça, c'est pas possible, en général, commencent à apparaître des troubles du comportement. Oui, voilà ce que j'allais dire, dans son comportement, après, tu as dû... Là, c'est compliqué. Ouais. Là, c'est très, très compliqué. Parce que Nathan, dans les troubles du comportement, il se frappe. Il se frappe tellement qu'il se fait des hématomes sur la tête, il se fait des bleus. Ça doit être déchirant de voir ça. Ah bah tu t'as envie de prendre des coups à sa place. Hein. Ouais, tu peux pas réagir, tu peux rien faire. Non. Pour le soulager quand même, est-ce que tu as trouvé une technique qui apaisait en tout cas peut-être cette angoisse qu'il avait aussi ou... Non, pas au début. Pas au début. Moi, je suivais le corps médical parce que Nathan était dans un hôpital de jour à ce moment-là. Il était rentré, il avait 2 ans, en hôpital de jour, et c'était des contrats d'1 an renouvelables 3 fois, donc il est resté jusqu'à 5 ans. Et là, la solution qu'ils ont eue, c'était le casque. Ok. Un casque. Donc ça le calmait aussi ou... Non. Non, pas du tout. Non, puis c'était terrible de le voir avec ça, et je pense que ça a eu l'effet... Ah, un casque, tu veux dire qui protège contre les coups et tout. C'était des casques genre boxeur, tu vois, comme pour les boxeurs en mousse, qui fait vraiment... voilà. C'était pas... Enfin, je suis pas sûre que... Et du coup, alors après ces 2 ans, est-ce qu'il a été à l'école ou comment ça s'est passé, l'intégration avec les autres aussi? Non, il était dans un hôpital de jour avec des enfants qui étaient lourdement handicapés. Ils sont... on leur apprend ce qu'on arrive à leur apprendre. Donc là, en l'occurrence, il travaillait beaucoup sur le 4 pattes, avec des ergots. Voilà, c'est ça. La motricité fine, marcher, choses comme ça, parce qu'on m'avait dit qu'il ne marcherait pas. Ok. Aujourd'hui, il court. Hein. Mais il y a plein de choses qu'on dit aussi et qui, heureusement, il ne faut pas se décourager. Totalement vrai, ouais. Il faut garder quand même la force et se dire je continue malgré les avis. C'est ça, je m'arrête jamais. Si on me dit il fera pas ça, je ferai tout pour qu'il le fasse. C'est bien ça. Et du coup, là, aujourd'hui, Nathan, il a 15 ans. Qu'est-ce qui est le plus contraignant pour toi? Son avenir. Ça. Parce que tu sais que d'un côté, bon, c'est vrai que il aura toujours besoin de toi. Oui. Surtout que là, c'est ce qu'on disait, le développement, c'est un petit peu, c'est pas stoppé, mais je veux dire, comme toi, tu nous l'as dit la dernière fois, ça reste un grand enfant. Là, il a été opéré d'une scoliose qu'il avait à la Timone il y a quelques semaines, et il a beaucoup grandi. D'accord. Ouais, donc quand même, voilà, les opérations, même chirurgicales, peuvent en tout cas aider au développement. Oui. Pour la scoliose, oui. Et pour le soulager, j'imagine aussi. Et pour la nourriture, parce que Nathan, évidemment, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais dès le début, à l'âge où on commence à manger, la diversification alimentaire chez Nathan a posé problème très vite. Avec des hauts le cœur, ça lui pose gros problème. Et il n'arrivait pas non plus, il a failli s'étouffer avec les gâteaux pour bébé. Ça se transforme en la déglutition. Et en fait, il l'avait stocké. Et il y a un moment, elle ne repassait plus, quoi. Wow. Donc je me suis retrouvée, j'ai eu un peu peur. J'y suis allée, comme ça m'est venu. Des moments adrénaline, quand même. Et puis je préviens le centre, je leur dis attention, ils ne mangent pas, enfin c'était pas le centre, c'est l'hôpital. Attention, danger. Ils ont voulu s'obstiner à lui donner un client de pain, ils ont eu la même. Depuis, tu vois, ça c'est grave en termes de responsabilité. Tu connais ton enfant mieux que n'importe qui, quoi. Oui, mais ils sont médecins, ils ont toujours raison par rapport à la maman. C'est terrible, qu'ils n'écoutent pas en fait même l'instinct maternel. Du coup, on va enchaîner un petit peu. Quel changement tu souhaiterais voir dans la société concernant justement l'accueil et l'inclusion? Tu me parlais de l'avenir, c'est sûr que c'est une question qui préoccupe déjà en temps normal au vu de l'état du monde quand on a des enfants qui n'ont pas
ces soucis de santé. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te donnerait espoir au niveau du changement? L'éducation des parents sur leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents, attention, je critique pas. Et chacun s'adapte par rapport à sa réponse Si émotionnelle. j'étais pas comme on confrontée disait au aussi, ouais. handicap, j'aurais peut-être pas le même discours. Là, forcément, j'y suis confrontée, je connais mon fils et je côtoie ses enfants. Oui, aussi, il y a Euh, les enfants des autres qui doivent t'aider aussi, toi, dans ta réflexion, Mais j'imagine. qu'est-ce qu'on a à apprendre avec ses enfants? Bien sûr, Mais j'imagine. qu'est-ce qu'on a à apprendre? Et qu'est-ce qui serait bénéfique pour nos enfants Nos enfants, je parle pour les familles qui ne sont pas touchées par le handicap. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront jamais d'ailleurs. Ouais. Mais voilà. Après, je sais que dans le milieu, les professionnels font le maximum pour l'inclusion, pour voilà. Mais c'est pas toujours bien perçu. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le regard des gens. Ouais, ça c'était dans la question justement aussi après, Voilà. la façon dont les gens perçoivent. Et puis alors après, ça dépend si tu es dans un bon jour ou un mauvais. Bien Voilà. sûr. Tu as le bon jour où, et encore non, il y a même 3 phases, on va dire. Le bon jour où tu es bien luné, puis tu te dis que tu t'en fiches, et que tu passes au-dessus, puis que tu es heureuse, et puis que c'est pas un, je vais utiliser des mots polis, c'est pas un inculte ou un idiot qui va le regarder bizarrement, qui va miner le moral. Tu as les journées où tu es un peu mélancolique, et là, ça te fait mal au ventre. Tu le prends comme un coup de poignard en disant mais c'est ton enfant quoi, t'as pas envie que les gens le regardent comme une bête de foire ou une bête sauvage ou mais qu'est-ce qu'il a. Et puis t'as aussi la phase où tu es dans un jour où tu t'es pris la tête avec ton mari et puis qu'il faut pas te faire chier. Oui, non, mais t'as raison, hein, on aime ces Et jours-là que chez là, nous, on les connaît très bien. On a fini au Et que pénal. là, et là tu vois une dame qui est en train de choisir ses yaourts et puis qui entend les cris de mon fils et puis qui va se retourner comme ça. Tu vois, ça va, il est autiste, choisis tes yaourts. Ouais, mais tu vois, à la limite, c'est là où les gens ça- vont se remettre plus en question aussi, je pense, tu vois. Ouais, mais Parce après, que, bon, je me bon. dis que j'aurais pu peut-être expliquer ou voilà. Non, mais après, je pense Mais que bon. t'as pas à t'expliquer. Parce que moi, la question, en tout cas personnelle qui me vient, quand tu me dis ça, c'est aussi, on néglige déjà la charge mentale des femmes qui ont des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Donc j'imagine toi qui en as 4 avec aussi des handicaps différents. Comment tu arrives en tant que femme à te ressourcer et à retrouver la force en fait? C'est bête, mais c'est une question que toutes les mamans se posent. J'imagine la charge mentale, c'est un truc qui pèse, hein, et on n'en parle pas assez. Là, elle est doublement difficile, je pense. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant que femme, tu te dis, ok, je dois me recentrer, je dois me ressourcer parce que mes enfants ils comptent doublement sur moi derrière. Eh ben, j'ai un médicament magique pour ça. Il s'appelle Jean. Attends, je reviens. Il s'appelle Jean. C'est mon mari. Voilà. Félicitations aux maris qui sont exceptionnels. Ouais. Il est tout ce qui. On est très complémentaires dans les situations qui vont pas. Ok. Des fois, c'est lui qui est. Plus souvent, c'est moi, hein, mais bon. Des fois, c'est lui qui. Il faut qu'il souffle et puis je vais prendre dessus. Ouais. Et puis des fois, c'est l'inverse. Ouais, Et c'est vraiment un travail d'équipe aussi, c'est ça. émotionnellement, quoi. C'est ça. Et il a toujours. Ok. Du coup, par rapport à l'inclusion des personnes handicapées, qu'est-ce qui pourrait faire pour toi des actions qui pourraient aider à sensibiliser le public en général? Oh, punaise. J'ai pas la réponse. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait. Est-ce que, par exemple, moi j'ai travaillé dans un IME, enfin j'accompagnais un enfant dans un IME. D'un point de vue extérieur, j'ai trouvé ça super compliqué d'être confronté à autant de réalités de vie, mais qu'on montre pas assez. Ça m'a beaucoup surprise, tu vois. Et je me dis, mais quelle force pour travailler là-dedans tous les jours. Ça dépend aussi. Il y a enfin, comment dire. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est mal évalué quand il parle d'inclusion des personnes, des enfants en situation de handicap, par exemple, dans les écoles, des choses comme ça. Ce que je trouve, moi, délétère, c'est qu'il mélange tout. Il mélange tout. Tu prends 2 enfants trisomiques, 2 enfants ou même 2 adultes trisomiques. Il y a autant de trisomie qu'il y a de... Enfin, il y a autant de personnes trisomiques qu'il y aura de trisomie. Oui, Tu chaque auras- handicap est différent. Mais aussi. c'est ça, c'est que tu auras une personne avec une trisomie 21 qui aura une vie
somme toute, où ils auront une autonomie relativement importante, et d'autres qui n'en auront absolument pas. Et c'est pareil, il y a des fois, il y a des... Par exemple, si on prend le polyhandicap comme mon fils, lui, sa violence est destinée envers lui-même. Ouais, Quand c'est ça pas va extérieur pas, aux autres. c'est ça, mais il y en a d'autres, c'est à l'extérieur. Ouais. Moi, il m'est arrivé ça, un jeune homme qui devait, il n'était pas polyhandicapé, mais pareil, il ne parlait pas, il faisait que des bruits genre. Et en fait, une fois, je l'accompagnais et on était sur l'autoroute et je sais pas, je sais pas, il m'a attrapé les cheveux comme ça. Au moment de grosse panique, tu te dis si toi tu réagis, bah tu vas cartonner, Et tu puis ils vois. ont une sacrée force. Lui, il en avait 25, tu vois, et je peux te dire que ce moment-là où tu te dis, bah là, j'ai pas eu le choix que de lui dire lâche-moi, tu vois, mais de façon très très ferme, parce que je me suis dit là c'est ma vie où on se plante en fait. Et c'est vrai que moi c'est ça qui, des fois, je pense qu'on a l'appréhension quand on connaît pas les handicaps, on se dit ah c'est peut-être des gens qui vont être violents, mais je pense que la souffrance elle est vraiment redirigée malheureusement vers soi aussi beaucoup. Est-ce que ces comportements-là, Nathan, le fait qu'il ait été intégré peut-être à l'école ou quoi, ça l'a soulagé avec le temps là, par exemple à son âge actuellement à 15 ans? Si ça a soulagé ses excès de violence envers Ouais. lui-même, non. Ce qui a soulagé sa violence, c'est d'avoir réussi à nouer une forme de communication avec lui. Alors, elle n'est pas verbale, évidemment. Après, c'était peut-être ça, en fait, la violence aussi, c'est de pas Mais très pouvoir souvent, c'est ça. s'exprimer, quoi. Mais très souvent, c'est ça. C'est pas de la violence pour être violent, Ouais. ils ont juste besoin de s'exprimer. Oui, puis comme tu dis, on peut pas leur apprendre la notion de joie, de tristesse, donc c'est l'émotion première qui passe et qui Mais s'exprime. un truc bête, t'as envie de te gratter le dos. T'as le dos qui On n'y pense gratte. pas, mais- T'es pas en mesure de le faire et tu peux pas dire à quelqu'un que t'as besoin d'eux. Imagine le fait d'être enfermé dans son propre Voilà, corps. c'est cette notion-là que j'allais parler, mais j'avais peur que ce soit un peu violent d'être enfermé finalement dans son corps. Enfin, moi, Ouais. je le vois dans mon boulot. Après, encore une aussi, fois, il y a tu vois. différents types de handicap. Ouais, Et bien ça, sûr. c'est des. Voilà, mais c'est général. Il y a du handicap, il y a du mental, il y a du handicap. Il y a du handicap. Je ne vais pas les mettre dans les mêmes. Mais neurodéveloppementaux, Mhm. tu vois. Et du handicap physique à proprement parler, hein, paraplégie, Ouais, bien sûr. etc. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi, et c'est le but de ces vidéos, c'est de diversifier en fait le même combat. C'est-à-dire que même si vous avez un enfant qui a de la surdité, c'est pas forcément qu'il va y avoir d'autres comorbidités, mais ça peut être le début d'une autre pathologie ou d'une pathologie plus profonde aussi, tu vois. Et je pense que ça, tu le sais que pendant le développement et la croissance de l'enfant finalement. Bon, là, pour le coup, sa surdité était liée à, effectivement, rendons hommage au premier médecin. Il y avait, autant qu'on puisse, il a fallu maturation de l'oreille interne. Et du Ok. moment qu'elle s'est installée, du coup, l'audition est revenue. Donc, Oui, donc ça, ça finalement- n'était pas parlant sur le reste. Ouais, finalement, c'est pas ça qui aurait pu être non. un indicateur. Non, moi, tout ce qu'on m'a dit, parce qu'il y a eu des recherches évidemment hein, génétiques, voilà, tout ce qu'on a su me dire, c'est non étiqueté déjà, donc ils n'ont pas trouvé d'autres cas. Et la seule chose on m'a dit, c'est que c'était un accident génétique. Après, on parle de handicap invisible, tu vois. Moi, je vois, j'ai ce qu'on appelle un handicap invisible, le fait d'avoir le MRKH, donc être né sans utérus, c'est quand même manquer d'un organe. Et ben, tu vois, moi, c'est un truc que les gens ne prennent pas souvent en compte, que ça peut compter comme un handicap, ce qu'on appelle invisible, tu vois. Bah oui. Et assez important quand même. Bon, Mhm. je préfère ça qu'un bras ou on sait rien quoi. Mais ça, c'est aussi être enfermé, tu vois. Moi, aujourd'hui, dans mon développement en tant que femme, c'est quelque chose qui m'a certes construite, mais qui m'a aussi beaucoup enfermée dans une croyance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je tiens aussi à dire que certains handicaps qui sont invisibles ont un impact peut-être psychiquement ou psychologiquement que d'autres ne vont pas pouvoir saisir dans ton développement personnel. Bon, alors du coup, on va repartir sur une dernière question et pas les moindres. Quel est ton message au pouvoir public? Rébellion. Oh là là. Alors déjà, ben, je m'adresse à Madame Macron. C'est important. J'ai retenu une seule chose de la campagne. Il y avait plein de choses à retenir, mais on finit par savoir que voilà, faut pas attendre tout ce qu'on va dire dans les beaux discours pour être élu. Ce que par contre moi j'ai entendu de Madame Macron, c'est qu'elle allait faire quelque chose pour l'autisme et qu'on est à 2 mandats du président, enfin bientôt au moins le 2e se termine, et que je n'ai rien vu là-dessus. Alors que j'étais plutôt bon, j'ai pas voté, donc j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas voté pour, j'ai voté. Ouais.
j'ai fait mon droit, mon devoir civique, mais voilà, je m'attendais à quelque chose. Mais c'est toujours des belles paroles, voilà. Et je trouve ça malheureux de parler de handicap pour à la fin ne pas le faire, parce qu'il y a beaucoup de familles qui attendent derrière et qui ont des espoirs, c'est nos enfants. Bien sûr, ouais, C'est ouais, nos bien enfants, sûr, c'est nos pas vies. vous, Et nous, ces paroles-là qui sont dites, pour nous, elles ont de l'importance. Ok. Et on attend quelque chose. Et ça, on ne l'a pas eu. Et je suis pas la seule. Elle m'énerve. Ouais, je la vois, elle nous tourne me tourne autour, entre les moustiques et les mouches, on est bien. C'est ça. Mais après, toi, par exemple, on va parler un petit peu plus personnel. Est-ce qu'au niveau des aides de l'État, tu as eu facilité à y avoir accès ou tu t'es quand même, t'as dû te battre pour faire valoir certains droits qui sont totalement mérités? Alors, j'ai eu de la chance. Parce qu'il en faut bien un peu dans les parcours atypiques. C'est que Nathan, maintenant, est dans une structure qui accueille les enfants. En fait, il y en a deux. Il y a une IME et un EEAP. Ouais, moi, c'était une IME où je travaillais. Voilà. Où je déposais. Et moi, mon fils, il est dans un EEAP, donc c'est établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. D'accord. Et au sein de cette structure, il y a une assistante sociale Ok. qui est top. Je peux dire son nom, mais elle est top. Ok. Et qui du coup, elle connaît ses... Cette mouche. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est elle qui m'a Les aléas du direct. qui m'a orienté sur les démarches à faire auprès de la MDPH. Voilà, j'ai Ouais, parce que été c'est heurtée. super long. Enfin, moi, je vois pour les personnes, Ouais. les personnes âgées ou handicapées, il y a des démarches qui sont. Ben, c'est que surtout en fait quand tu remplis ces dossiers-là, les propos des parents, je trouve. Après, ça dépend quels parents. Il y a autant de parents qu'il y a Voilà, de, de handicap pareil. aussi, ouais, bien sûr. Mais je trouve que les difficultés des parents ne sont pas forcément pris en compte quand on demande des aides à la NDPH et qu'on explique qu'on a des difficultés pour certaines choses. Effectivement, je trouve qu'on est assez... on n'est pas entendu. Ça, j'ai eu le coup pour ma fille. Mon fils, non, parce que j'ai été très bien suivie. Donc, il y a eu les dossiers médicaux, il y a eu machin. Du moment que la NDPH a les dossiers médicaux, Ouais, après, en général, ça roule, se ouais. passe tout seul. Voilà. Il y a Non, mais des structures, donc c'est cru. Tout ce que tu On vas en revient mettre dedans. aussi à déléguer la charge mentale. Et c'est le mot déléguer. Une maman peut faire beaucoup de choses, mais il y a le quotidien, il y a l'avenir. Il y a des choses où tu aimerais pouvoir peut-être reléguer en fait à quelqu'un de confiance. Tu vois. Alors, tu peux quand tu as des structures. Quand tu es confronté à du handicap, donc comme c'est le cas de ma fille, et où là, il n'y a pas vraiment de structure comme c'est le cas de mon fils avec une assistante sociale hors pair. J'ai fait pour ma fille un dossier MDPH par moi-même. Il y avait la MDPH, mais enfin la dame, l'assistante sociale du service mais qui m'a pas été d'une grande aide. J'ai fait le dossier toute seule en fait. Elle s'assurait que je remplisse les bonnes cases, voilà. Mais j'étais pas forcément, voilà. Et j'ai envoyé mon dossier MDPH et tout est revenu négatif. Voilà, j'ai le droit à rien. J'avais demandé un aménagement. En plus, je ne demandais pas d'argent ou de cartes. Enfin, elle m'a dit si, demande les cartes. Si elles viennent pas, c'est pas grave, mais demande-les. Mais j'étais pas là-dessus. Moi, j'étais focus sur l'aménagement pour le CP, parce qu'elle est rentrée au CP. Et je voulais absolument, je sais que le CP, c'est le pied à l'étrier, c'est la base. Ouais. Et je voulais vraiment qu'elle ait toutes les cartes en main pour bien commencer. Elle nous a fait la lecture, elle lit très très bien. Merci Alexia Lejean, une orthophoniste en or. Pas de pub. On a le droit. Ouais. Ok, bon, on va finir sur une petite note. Est-ce que tu as un souvenir particulièrement marquant, une victoire, une anecdote? Aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, celle-là, je la garde. Genre, au fond. Ouais, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Mais celle qui m'a le plus marquée, la sensation que j'ai eue, j'ai dit à mon mari, j'ai vraiment l'impression physique. Je peux pas le dire parce que je l'ai jamais fait. Heureusement, j'ai eu l'impression de prendre un 33 tonnes dans la figure. Oh, moi, je te le souhaite pas, ouais. Voilà, c'est ça. Je peux pas vraiment juger de la véracité du truc. Hein, mais ouais, j'ai vraiment eu l'impression d'eux. J'étais sur la terrasse en train de fumer ma clope parce qu'à l'époque je fumais. Je fume plus. Deuxième victoire. Et je me retourne et je vois mon fils qui fait son premier 4 pattes. Ah. Et je regarde à travers la vitre, mais j'ai bugué. Ça m'a fait un. J'ai eu vraiment, ça m'a assommé, vraiment, ouais. Où incroyable. Mais c'était, enfin, je sais pas comment je pourrais. Après, tu vois, ta vie extérieure, tu te dis bon, un enfant qui fait ses premiers pas, c'est déjà énorme. Ouais. Là, tu dois avoir ce double sentiment de réussite aussi et de se dire, bah voilà, tout ce qu'ils m'ont dit qu'ils feraient pas, bim. Une orthophoniste que j'avais vue, bon,
ça vaut pas le coup de perdre son temps là-dessus, mais qui m'avait dit, ça a été la parole la pire qu'on ait pu me dire, qu'un professionnel ait pu me dire au sujet de mon fils. Mais madame, enfin ouvrez les yeux, vous voyez bien qu'on n'en fera rien de votre fils. Après, c'est un truc, ça, chez les médecins qui sont devenus déshumanisés, quoi. Mais C'était il y a pas un plus médecin, de... Ouais, non, mais c'était même un professionnel de santé n'est pas censé avoir cette réflexion-là. Tu vois, moi, on reparle de, par exemple, le MRK, j'ai eu le même cas. Je passais le scanner, on ne savait pas du tout ce que c'était. Et le MRK, c'est juste un bug au niveau des chromosomes. Je me revois cette dame au-dessus de scanner me dire, bah, je suis bien contente que ma fille, elle n'ait pas ça. Et tu vois, toi, tu es déjà dans une détresse émotionnelle, tu as 14 ans, tu sais pas ce que c'est, mais toi, pareil, tu es déjà dans une forme de détresse. Je vois pas ce que la vie aussi négative et si personnelle, en plus une projection aussi conne, puisse faire grandir cette personne en face de toi. Tu vois. Bah écoute, maintenant j'en souris. Alors sur le moment, j'ai pleuré. Bah oui. Je suis repassée en me disant, mais comment on peut parler, ne serait-ce que d'un enfant comme Ouais, ça. c'est ça en fait. À ce moment-là, déjà, c'est... Et maintenant, tout ce qu'on m'avait dit qu'il ferait pas, il le fait. La violence envers lui-même, il n'y en a quasiment pas. Plus. Ouais, puis tu as réussi le moyen d'apaiser aussi. On trouve le moyen de communiquer avec lui. On voit qu'il comprend pas mal de choses. Quand on lui dit c'est l'heure du bain, il part, il galope avec sa petite façon de marcher, un peu comme un petit trop mignon, on dirait un petit pingouin. Et puis il part dans la douche, donc il a compris ce qu'on lui demandait. On lui apprend certaines choses à comparer. Si par exemple il a envie d'une boisson, on va lui proposer les deux. Ok. Alors bon, il va virer celle qu'il veut pas. Il est Ouais, très donc voilà. il comprend, il échange bien sur ses besoins aussi. Bah, il est marchand, donc il a quand même une autonomie. Il dort seul dans sa chambre, il se lève le matin quand il se réveille. Voilà, voilà. Et puis surtout, il a une grande force de caractère. Tu ne lui feras pas faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Il est très... Et tout le monde l'a bien compris. On se demande de qui ça vient. Oh, de moi peut-être. Bon, en tout cas, c'est des beaux souvenirs. Ouais. Merci beaucoup Virginie pour ta participation. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt. Je vais mettre aussi les liens indispensables si vous voulez avoir la page de Virginie, son association aussi dont on n'a pas forcément parlé pendant la vidéo, mais je vais vous mettre toutes les infos en bio, dans l'article en tout cas sur Instagram. Merci à tous, merci à toi. Avec plaisir. Et merci à ceux qui ont participé autour. Et on se retrouve très très bientôt.